8h36, Marine Le Pen est notre invitée ce matin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Deux grands textes de loi. Le premier, la réforme de la SNCF, et puis ensuite la loi Asile, Immigration, Intégration. Nous allons parler essentiellement de ces deux textes. La réforme de la SNCF adoptée en première lecture, 450 voix pour, 80 contre. Vous êtes abstenu ? Non, pas du tout. J'ai voté contre la réforme de la SNCF. Nous y sommes opposés depuis longtemps. Nous avons expliqué les raisons pour lesquelles nous sommes opposés à cette réforme qui vise à changer le statut de la SNCF pour l'adapter en réalité à l'ouverture à la concurrence contre lequel nous nous sommes battus au Parlement européen en toutes circonstances et qui a été voté, il faut l'admettre, et Emmanuel Macron l'a rappelé d'ailleurs par la droite et la gauche. Sur ce sujet de l'ouverture à la concurrence, ils sont d'accord. Nous disons que c'est quelque chose... Dites non à l'ouverture à la concurrence. Oui, je considère que la SNCF doit rester un monopole, que c'est ainsi qu'elle peut survivre, qu'elle peut établir son équilibre financier et continuer à faire ce que fait un service public, permettre aux Français les plus modestes de pouvoir se déplacer accessoirement. La SNCF restera une entreprise publique. S'instruire et se soigner. Non, c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui, parce qu'il faut faire passer la pilule. La réalité, c'est que c'est la première étape d'une possible privatisation. Or, nous savons que ce gouvernement souhaite privatiser toute une série de secteurs de l'État. On le sait, ils veulent privatiser notamment Aéroports de Paris. C'est bénéficiaire, ça fonctionne très bien, ils vont le vendre. Vous savez, Monsieur Bourdin, c'est en réalité c'est un peu la socialisation des pertes et la privatisation des profits. C'est-à-dire que les Français payent par leur impôt toute une série d'infrastructures qui sont extrêmement onéreuses, et à partir du moment où ça dégage du bénéfice ou que ça peut en dégager, à ce moment-là, eh bien, on vend bien souvent très en dessous du prix à des compagnies privées qui se font le bénéfice. C'est ce qui s'est passé avec l'autoroute, c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui avec Aéroports de Paris. Il y a qu'un malheur, c'est qu'Aéroports de Paris, c'est la première frontière de la France. C'est-à-dire qu'on va confier à des sociétés privées la première frontière de notre pays. Ce qui, compte tenu de la pression migratoire qui existe aujourd'hui... Les services des douanes seront toujours là, privés ou pas privés, aux aéroports, dans les aéroports. Hein. Oui, enfin vous savez, déjà les services de sécurité des aéroports émanent de sociétés privées. Ce que moi, en l'occurrence, je conteste parce que je considère qu'il y a là un danger. Eh bien, pour la SNCF, c'est pareil. De la même manière que nous nous étions opposés à la volonté de privatiser des frontières restera en place. Hein. La sécurité sociale, telle que M. Fillon l'avait proposée pendant la campagne présidentielle, nous pensons que les services publics sont essentiels à l'égalité entre les citoyens français, que c'est leur patrimoine et que nous ne souhaitons pas que d'autres en tirent des bénéfices. Donc vous avez voté contre cette réforme. La réforme a été adoptée en première lecture. J'ai bien, il y a encore le Sénat, puis elle va revenir. Mais Marine Le Pen, ils sont d'accord. Est-ce que vous demandez, ils sont tous d'accord. Est-ce que vous demandez ce matin aux grévistes de cesser leur grève ? Ou est-ce que vous approuvez, est-ce que vous soutenez leur mouvement ? Je soutiens les cheminots, je l'ai dit, je ne soutiens pas la grève telle qu'elle est organisée. Pour une raison très simple, c'est qu'en réalité, elle dérange moins la SNCF qu'elle ne dérange nos compatriotes modestes qui subissent des pertes de salaire du fait de l'incapacité qu'ils ont à pouvoir se rejoindre leur lieu de travail. Et je trouve que ça n'est pas une bonne méthode de la part des syndicats. Donc bien entendu, je soutiens, puisque je m'y oppose, je m'oppose à la réforme, donc je soutiens leur inquiétude, leur appréhension, mais je pense qu'il y aurait d'autres moyens d'action. Contre la réforme et contre la grève. Oui, c'est possible, hein, ça peut exister. Mais alors, quelle autre solution ? Bon, il y a toute une série d'autres solutions, mais écoutez, ils pourraient déjà aller bloquer la Commission européenne. Peut-être, parce qu'en réalité, le responsable de cette situation, c'est l'Union européenne, accompagnée de la lâcheté des partis politiques français qui ont accompagné ces mises en concurrence. Mais on pourrait faire la gratuité pour tous les... C'est illégal. Oui, c'est illégal. Très bien. Parfait, c'est illégal. Et il va se passer quoi alors ? Marine Le Pen, Sébastien Chenu, votre porte-parole, déclarait il y a peu, le FN soutient tous ceux qui contestent les choix du gouvernement, privatisation rampante de la SNCF, situation scandaleuse dans les EHPAD, etc., etc. Les syndicats sont dans leur rôle.
Les syndicats sont dans leur rôle, voilà ce qu'il disait. Vous soutenez les étudiants qui bloquent certaines universités ? Absolument pas. Je ne vais pas soutenir les ZAD qui sont en train de se mettre en place dans les facultés. Enfin, très objectivement, il ne s'agit pas là d'étudiants qui expriment une inquiétude. Il s'agit là de milices d'extrême gauche. Certains expriment une inquiétude, oui, non, mais certains étudiants. En réalité, ce sont des milices d'extrême gauche que l'on connaît bien, que l'on a détectées, qui depuis 5 ans cassent tout sur leur passage, dégradent tout sur leur passage, et on y retrouve les mêmes punks à chiens qu'à Notre-Dame-des-Landes et compagnie. Donc, j'ai envie de dire, le président de la République veut jouer les gendarmes du monde, qu'il commence par faire le gendarme peut-être des facs, de Notre-Dame-des-Landes, le gendarme de Mayotte, où la situation continue à se détériorer sans que le gouvernement n'agisse. Le gendarme de Toulouse, dans des quartiers, on brûle des voitures et on attaque les forces de l'ordre parce que ils ont eu l'audace de contrôler, toucher au trafic de drogue. Oui, de toucher au trafic de drogue et de contrôler une femme qui portait le niqab. Ça, c'est l'un des prétextes. C'est l'un des prétextes, mais surtout ils sont en train de toucher. C'est un policier qui nous disait ça sur RMC. Ils sont en train de toucher au trafic de drogue dans le Mirail notamment, 40 000 habitants, enfin bon, etc., etc. Bien, mais y a-t-il encore un État dans notre pays ? Y a-t-il encore une autorité de l'État ? C'est ça que je veux demander moi au président de la République. Ou est-ce qu'on laisse comme ça la situation se déliter ? Parce qu'à Notre-Dame-des-Landes, qu'est-ce qu'on est en train de voir ? On est en train de voir la mise en œuvre d'une injustice absolument totale. Jean-Jacques Bourdin, on accorde aux zadistes, en leur déroulant le tapis rouge pour négocier avec les zadistes, des possibilités de déposer des projets agricoles avec des documents extrêmement simplifiés, là où nos agriculteurs, qui ne brûlent rien, qui ne cassent rien, qui n'attaquent pas les forces de l'ordre, doivent remplir des dossiers d'une complexité absolument inouïe pour arriver au même résultat. Je suis désolé, mais plus on viole la loi républicaine, plus on crée le trouble à l'ordre public et plus on est récompensé de cela. Mais je crois que c'est une grave défaillance de l'autorité de l'État. Bien, parlons de la loi Asile, Immigration, Intégration. Marine Le Pen, je ne veux pas revenir. Le texte, vous ne voterez pas, vous l'avez dit et redit. Vous faites des propositions, 46 propositions. On va les reprendre. Suppression de l'aide médicale d'État, remplacée par un fonds urgence vitale quand le pronostic vital est engagé, c'est-à-dire... c'est tout simple, tout clair, c'est-à-dire que un immigré clandestin est à l'article de la mort, on le soigne, quoi. Je crois que c'est un peu ça. Tout est dit dans la formulation. Il s'agit de supprimer l'aide médicale d'État qui aujourd'hui représente un coût qui est absolument considérable. Entre 800 millions et 1 milliard. Au moment où on cherche de l'argent pour les EHPAD, pour la dépendance, au moment où un tiers des Français continuent à ne pas se soigner parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Mais en revanche, il ne s'agit pas de mettre en cause la vie de ces migrants. S'il y a un accident, s'il y a une maladie qui est grave et qui met en cause évidemment une urgence vitale, s'il y a une épidémie qui en elle-même est une urgence vitale, alors il y aura évidemment une prise en charge. C'est le cas dans de nombreux pays. Marine Le Pen, suppression du droit du sol. Vous allez plus loin que Laurent Wauquiez, qui encore une fois a répété ce matin qu'il supprimerait, qu'il était favorable à la suppression du droit du sol, mais uniquement pour les familles qui sont en situation irrégulière. Pour vous, il faut aller plus loin. Ça vous fait sourire. Ça vous fait sourire. Dès que je parle de Laurent Wauquiez, vous souriez, Marine Le Pen. Monsieur Wauquiez est un danseur de tango. Ah bon ? Il avance parfois, il recule souvent. Moi, ce que je vois, c'est que nous avons déjà déposé des amendements lors de cette mandature et lors de la mandature précédente d'ailleurs sur l'AME, et que l'intégralité de ces députés ont voté contre la suppression de l'AME de manière extrêmement claire. Ce que je note, c'est que ces députés européens au Parlement votent la relocalisation forcée des migrants dans des pays qui ne souhaitent pas les accueillir. Donc, on voit là qu'il y a tout de même un double discours. Admettez que nous avons un discours qui, en l'occurrence, est extrêmement clair. Nous voulons la suppression du droit du sol. Nous pensons que c'est un appel d'air, et on le voit particulièrement, peut-être de manière plus terrible qu'ailleurs à Mayotte, en Guyane, qui fait que l'espérance de pouvoir accéder à la nationalité française grâce au droit du sol fait prendre des risques et fait venir un très grand nombre de personnes. À Mayotte, le gouvernement propose une
l'extraterritorialité de l'hôpital principal de Lille. Oui, pour éviter justement que de nombreuses familles immigrées viennent et de nombreuses femmes viennent accoucher à Mayotte pour que leurs enfants deviennent français. C'est l'idée à peu près la plus stupide que j'ai jamais entendue, puisque la conséquence va être de pousser les femmes comoriennes, bien souvent, à aller accoucher dans les buissons autour de la maternité. C'est tout à fait idiot. Mais on essaye de trouver des solutions parce qu'on refuse d'avoir le courage de regarder en face une situation qui est celle du droit du sol, qui est une mauvaise mesure, qui, compte tenu de la situation du monde aujourd'hui, est un élément d'affaiblissement de notre pays et pas un élément de renforcement de notre pays. Alors, vous proposez un solde migratoire à 10 000 10 000 par an, c'est cela ? Oui. C'est-à-dire que la France accueillerait 10 000 réfugiés ou migrants par an. Non, c'est un solde. Un solde. C'est un solde, c'est la différence entre ceux qui arrivent et ceux qui repartent. Car il y a des gens qui ont vocation à repartir. D'abord, l'intégralité des clandestins. Vous avez vu que dans nos propositions, nous supprimons la possibilité de régulariser un clandestin. Là encore... Quel que soit le clandestin. Quel que soit le clandestin. Qu'il soit réfugié, migrant, économique, quel que soit le clandestin. Clandestin. Il a violé la loi du peuple français. Il a violé les lois de l'hospitalité. Il doit donc repartir. Et le problème, Monsieur Bourdin... Donc aucune demande d'asile ne serait examinée. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Alors expliquez-nous justement. Je vais vous expliquer. Alors. La moitié des clandestins ont vocation à être régularisés. Imaginez l'incitation que ça représente pour des gens qui, certes, se cherchent un avenir meilleur dans notre pays que dans le leur. Eh bien, il faut que cette incitation cesse. Par conséquent, soit l'on vient légalement en France, soit on ne peut pas venir clandestinement et espérer être régularisé. Et un clandestin doit donc repartir dans son pays et faire les démarches nécessaires. Alors, un réfugié syrien, par exemple, je vais encore prendre l'exemple parce que malheureusement c'est l'actualité, un réfugié syrien arrive en France, il doit repartir immédiatement dans son pays. Concernant le droit d'asile, nous souhaitons que pas une demande ne puisse être traitée sur le territoire national, mais dans les consulats et les ambassades de France de tous les pays du monde. C'est-à-dire que l'idée est la suivante, lorsque vous arrivez sur le territoire national, c'est qu'on vous y a autorisé. Voilà, c'est aussi simple que cela. Et donc, ça n'est pas contraire d'ailleurs au droit international. On peut parfaitement mettre en place les conditions pour que tous les consulats et ambassades de France du monde soient les guichets, en quelque sorte, du droit d'asile. Alors, qui est concerné? Le solde migratoire à 10 000, ce sont ceux qui ont obtenu dans les ambassades le droit d'entrer en France. C'est cela? Non, mais ça c'est le droit d'asile, ça. Oui. Ça c'est quelque chose de séparé. Qui sont les 10 000 Ça peut être. Mais écoutez, ça peut être des gens qui méritent de rester sur le territoire national, des gens qui apportent quelque chose à l'économie, qui ont des compétences. Les étudiants étrangers, par exemple. Les étudiants étrangers. Monsieur Bourdin, vous savez très bien ce que je pense des étudiants étrangers. Oui, nous devons les former, c'est très bien, j'en suis heureuse. Mais nous devons les former pour qu'ils participent au développement économique de leur pays. Nous n'avons pas à les former pour qu'ils viennent en concurrence sur le marché du travail avec nos propres jeunes qui subissent un taux de chômage qui est massif. Ils auront peut-être envie de rester en France, je ne sais pas. Créer en France, de créer de la richesse en France, de créer de l'emploi en France. Monsieur Bourdin, moi j'ai envie de plein de choses. Mais tout ne m'est pas accessible, voyez-vous? Eh bien c'est pareil pour les autres. Nous, ce que nous devons, c'est développer les pays dont sont originaires les immigrés. Car sinon, nous subirons une véritable submersion migratoire. J'ai vu que le président de la République a évoqué le livre de Stephen Smith. Stephen Smith est un journaliste plutôt de gauche. Je l'ai reçu, oui. Voilà, qui évoque la future africanisation de l'Europe. C'est pas rien quand même, comme sémantique. Bon, eh bien, moi, je pense que c'est en développant les pays africains que l'on va fixer les populations dans leur pays d'origine. Emmanuel Macron, là, vous avez la même analyse. Oui, sûrement. Sauf que moi, je me donne les moyens de cela. Or, qu'est-ce qu'il dit, Stephen Smith? Et je ne sais pas si M. Macron a lu véritablement le livre. Il dit, mais si vous continuez, vous, pays d'Europe, à être aussi laxiste en matière d'immigration,
tout le développement que vous ferez dans ces pays créera une classe moyenne qui ne pensera qu'à une chose, c'est à venir en Europe. Donc il faut être cohérent. Une politique d'immigration, ça s'envisage de manière cohérente, globale, pas une petite mesurette de ci, de là pour espérer calmer la colère ou l'inquiétude de l'opinion publique. Pensez-vous qu'Emmanuel Macron, je voudrais vous parler de la Syrie, pensez-vous qu'Emmanuel Macron a bombardé ce centre de recherche et de fabrication d'armes chimiques à l'ouest, au nord-ouest de Damas, en sachant qu'il n'y avait pas de preuve de l'utilisation de l'arme chimique? Il l'a fait sciemment, sans preuve? D'abord la question c'est, est-ce qu'il a vraiment bombardé une usine de stockage, de fabrication et de stockage d'armes chimiques? Parce que, moi, permettez-moi... à Barzé. Peut-être j'y connais pas grand-chose, hein, mais j'ai le bon sens populaire. Quand on bombarde une usine qui stocke des armes chimiques, on prend le risque de tuer des milliers de personnes qui vivent autour. Ou un centre de recherche. Mais il n'y a pas eu de victimes civiles, disent les Syriens eux-mêmes. Donc il n'était pas gardé. Donc il y aurait eu là un centre de recherche donc très sensible qui n'aurait pas été gardé. Bon, je crois qu'on nous raconte objectivement beaucoup d'histoires, mais nous avons l'habitude, notamment les histoires qui nous sont racontées depuis des années par les Américains, depuis Colin Powell avec sa petite fiole sur les armes de destruction massive qui a justifié une guerre dont tout le monde admet aujourd'hui qu'elle a été menée sur la base d'un mensonge. Un mensonge dans le piège duquel d'ailleurs Jacques Chirac, lui, n'est pas tombé. Donc moi je mets en cause, je mets un point d'interrogation sur toutes les informations qui nous sont transmises depuis d'ailleurs par les États-Unis. Donc je crois surtout qu'il a violé le droit international, mais ça se discute pas. Ça ne se discute pas. Il évoque une légitimité internationale. Moi ça me gêne ce concept-là. Il y a un droit international. Trump aussi évoque la même chose. Oui, non, mais Trump que vous avez essayé de rencontrer, Trump que vous avez soutenu. Mais dites-moi, d'abord, non, mais permettez-moi. Vous n'avez pas soutenu. Moi, le Trump dont je me félicitais des discours, c'était le Trump qui disait que les États-Unis devaient arrêter la politique d'ingérence à l'étranger. C'est pas le Trump qui, avec Emmanuel Celui-là, Macron... vous ne le soutenez plus, ce Trump-là. Ah, cette politique-là, non, je la soutiens absolument pas. Pas plus quand elle est menée par les États-Unis que quand elle est menée, en l'occurrence, par la France. Donc, ils évoquent la légitimité internationale, qui devrait se substituer au droit international. Mais Jean-Jacques Bourdin, ce concept de légitimité internationale, c'est exactement le concept qu'utilise le Hamas pour agresser Israël. Alors, on est quoi? On se met sur la même ligne que le Hamas? Une vraie question tout de même. Alors moi, je crois au droit international. On se met sur la même ligne que l'Arabie Saoudite. Oh, bah oui, c'est normal. Oui. Nous l'avons reçu. Allié. Tiens, c'est très intéressant. Oui. Est-ce que cette attaque est la conséquence d'engagements pris auprès du prince héritier d'Arabie Saoudite reçu par Emmanuel Macron il y a quelques jours? On peut en effet légitimement se poser la question, d'autant plus légitimement se poser la question qu'Emmanuel Macron n'a pas évoqué le Yémen et la famine qui y règne et les armes françaises qui sont utilisées par l'Arabie Saoudite et qui tuent des civils. Et les milliers de civils qui sont victimes là-bas. Ce deux poids, deux mesures, les Français l'entendent, vous voyez, et ils le jugent. Bien, deux questions. Emmanuel Macron souhaite le retrait de la Légion d'honneur attribuée à Bachar al-Assad. Il a raison ou tort? Il fait ce qu'il veut, c'est lui qui qui est dépositaire de la décision. Est-ce que vous croyez honnêtement que ça va perturber Bachar al-Assad? Non, mais je vous demande pas ça, je vous demande s'il a raison ou tort. Oui. Vous me direz, il a raison ou tort? Franco l'a conservé et Mussolini aussi, ils sont morts avec. D'accord, voilà. Est-ce qu'il a raison ou tort? Mais écoutez, je trouve que c'est tout à fait symbolique et dérisoire. On est en train de parler. Non, mais d'accord, mais écoutez, on est en train de parler. Vous avez un avis? Non, l'avis que j'ai, c'est qu'on a déclenché une guerre. Mais oui, très bien qu'il lui retire. Je m'en moque absolument totalement. Bon. Je pense qu'on joue avec l'opinion publique. Oui. On a commis un acte de guerre avec des conséquences qui peuvent être catastrophiques. On les a vécues en Libye. Au passage, on comprend pourquoi les Républicains sont si gênés aux entournures à prendre position sur cette affaire syrienne quand on connaît la responsabilité qu'ils ont dans la catastrophe libyenne. Bon, je pense que ça veut dire que ça veut dire que Nicolas Sarkozy a engagé lui aussi sa petite guerre, puisqu'il s'agit pour chaque président d'avoir sa petite guerre, et que la conséquence a été
terrifiante. La conséquence, ça a été la déstabilisation de la Libye, l'abandon du peuple libyen entre les mains des fondamentalistes islamistes et l'ouverture totale des frontières avec les flux migratoires que l'Europe a connus, et ainsi que quelques terroristes qui s'y sont glissés au milieu. Alors oui, bien sûr, ils ont chacun leurs responsabilités, mais ils commettent toujours et successivement les mêmes erreurs. On n'apprend jamais du passé. Bien, c'est malheureux parce que ce sont les Français et la France qui payent l'ardoise. J'ai une dernière question. Est-ce que Marion Maréchal Le Pen serait la meilleure tête de liste possible du Front National aux européennes? Elle ne le souhaite pas du tout. Elle ne le souhaite pas? Ah, elle ne le souhaite pas. Elle ne le sera pas? Ah non, elle ne le sera pas car elle ne le souhaite pas. Merci. Marine Le Pen, il est 8h56.